Allez, bonjour à toutes et à tous, comme on le fait une fois par semaine, à défaut le mercredi, quand il n'y a pas mieux à se mettre sous la dent en début de semaine, nos revues des graphiques en horaire en 4 heures, voir un peu comment se profile cette semaine à la moitié de celle-ci. Ok, donc déjà le principal truc dont on va parler au tout début, l'attaque baissière du Bitcoin, cassure, rupture par le bas, direction les 14 000, etc. On va essayer de débunker ce genre de conneries comme d'hab. Les liquidations sont inexistantes, montrant encore une fois que les leviers longs, même s'il y en a, tolèrent le risque plus correctement que ça a pu être le cas par le passé. Par contre, ça fait très longtemps qu'on n'a pas liquidé du bear et je préfère vous dire qu'on va le faire une fois, mais qu'on va le faire bien. Ils vont tous sauter d'un coup. Bref, ça, on met d'un côté donc les certains donc de comprendre les niveaux de liquidation sont extrêmement faibles. Donc malgré les attaques de prix, ça ne liquide plus CQFD. Rappelez-vous ce dont on a parlé dans la vidéo d'hier, c'est-à-dire que de s'imaginer que les cascades de liquidation seront perpétuellement plus grosses que les précédentes, etc. Je vous déconne pas, mais je regardais des vidéos qui titraient hier l'énorme crack d'1,5 trillion de dollars à cause des positions en marge. Hors crypto, je parle donc du fameux crack général, the big reset, toutes ces merdes-là. Donc on fait très attention encore une fois. Parier sur le fait qu'un événement extrêmement rare va se produire, c'est à la base complètement con. Enfin, je veux dire, jouer au loto dans ce cas-là, et c'est pareil, vous avez tout autant de chances de gagner au loto que de prévoir un événement qui est de base suffisamment rare pour être imprévisible. Donc, vous comprenez un peu la bêtise du raisonnement. Ok, d'un point de vue sentiment, sinon, donc, toujours la galère, vu que le sentiment est principalement basé sur Bitcoin et que Bitcoin, il est franchement au trou. En tout cas, qu'il ne bouge pas, il est toujours enfermé dans son petit range. Là encore, c'est QFD par rapport à la vidéo d'hier. On est sur le range de bottom, dont on va probablement sortir par le haut en liquidant tous les shorts. En tout cas, c'est ce que laisse à penser la pattern. On est très largement, effectivement, en déviation à la moyenne sur Bitcoin aussi. Mais comme ces cycles sont un petit peu plus longs, ils traînent un peu. Et surtout, on le verra, sa dominance n'est pas très sexy. Côté Wall Street, c'est toujours pareil. On est revenu à la neutralité. C'est très difficile de savoir dans quel sens on ira. Donc, l'aspect spéculatif des particuliers ici n'alimente ni plus ni moins que rien du tout, c'est-à-dire après l'ouverture des mâchoires ici, autrement dit l'extinction de volatilité qu'on avait vu ici, le trading contrarien, c'était tout simplement les brokers racler les particuliers qui s'opposaient au mouvement, et maintenant on est revenu à la normale, hop, voilà. Donc maintenant c'est de comprendre, c'est plutôt d'ordre technique ce qui va se produire. D'un point de vue calendrier économique, puisque ça il faut qu'on en parle, bon, le big day c'est tomorrow, ok, demain on va gérer tous les intérêts spéculatifs au niveau des taux en Europe, on va probablement se manger 75 points de base, c'est relativement agressif, mais beaucoup s'accordent à dire de toute façon l'Europe était en retard sur les États-Unis, etc. Bon, on va se mettre clair, d'accord. Effectivement, il y a un retard en Europe, mais c'est le même retard que celui qu'on avait aux États-Unis quand ils auraient dû remonter les taux largement au milieu de l'année 2021 au lieu d'attendre clairement 2022 pour le faire. Donc oui, toutes les banques centrales sont en retard et c'est pas une grande nouveauté. Donc l'Europe, elle n'est pas plus en retard que les États-Unis, elle est juste à la norme. Maintenant, la bêtise qu'il fallait pas faire, on l'avait dit, c'est de comparer des taux d'intérêt. C'est-à-dire de dire ah ouais, mais comme le taux est plus élevé aux États-Unis qu'en Europe, ça va faire baisser l'euro-dollar. C'est complètement con. On l'a vu, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Différentes masses monétaires ont différents niveaux d'accès au crédit et c'est pas les taux de manière nominale qui change réellement ça. Et surtout de les comparer les uns aux autres quand on a des économies différentes, c'est totalement stupide. Je vous renvoie à regarder la vidéo sur le Forex. Il s'agit de comprendre qu'à 2% de taux d'intérêt en Europe et aux États-Unis, on n'a pas du tout la même demande de crédit, parce que ces économies ne fonctionnent absolument pas pareil, etc. Okay, aux États-Unis, on fonctionne 100% sur le crédit, donc évidemment qu'aux États-Unis, les taux doivent être plus élevés dans un cycle de resserrement monétaire qu'en Europe. Donc arrêtez ces délires de ouais, mais il y a encore plus de 200 points de base de différence entre l'Europe et les États-Unis, donc ça va faire baisser l'euro-dollar. Non, c'est complètement con ça, d'accord? On l'a débunké de A à Z dans une vidéo de 30 minutes. Je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc voilà un peu tout ce qu'on a à dire sur le contexte. D'un point de vue prix, c'est là où, comme toujours, les prix pour moi sont quand même les plus importants. Si on regarde notre pote l'Ethereum, donc le truc du moment, puisqu'on est à l'approche du merge, le gros problème, c'est que, donc ça y est, d'ailleurs, la Bellatrix Update nous laisse maintenant, donc c'est le 15, peut-être même le 14, selon le niveau de difficulté du minage, mais la difficulté bombe est lâchée, maintenant c'est terminé, Ethereum Proof of Work devrait mourir
à partir du 14 ou 15, et les différents forks ne seront que très peu supportés par les protocoles les plus demandés. Cependant, donc, comme on l'a dit, par rapport à la vidéo d'hier, faisant référence donc au cycle des psychologies altérées des fortes dévaluations, donc laquelle on a de très fortes probabilités de se trouver sur certaines cryptos, puisqu'on a donc le contexte favorable et les préliminaires à certaines de ces patterns construites principalement sur Ethereum et Atom, et ben ce qu'on voit c'est que malheureusement Ethereum rejette une nouvelle fois hier cette moyenne. Donc attention, hein, ça n'invalide absolument rien, comme j'ai dit, le range de cette constitution au niveau de la moyenne, donc la phase 4 de cette pattern, peut se constituer n'importe où. Ça peut se constituer autour de la moyenne, ça peut se constituer au-dessus, où des fois on a franchissement de la moyenne et la moyenne vient agir comme support. Ça peut se constituer dessous, comme c'est le cas sur Ethereum, où on la rejette 4-5 fois avant de réussir à la récupérer. Le principe étant donc de construire un range, c'est-à-dire une oscillation au niveau du canal de tendance. Ici, c'est exactement ce qu'on fait. Mais le but étant de finir par passer cette moyenne en sortant par le haut du range. Donc pour l'instant, on constitue ce range, peu importe sa structure. C'est sûr qu'il y a certains ranges qui sont plus faciles à voir que d'autres, type le super beau triangle symétrique, etc. Donc attention, on ne comprend pas les structures de range, donc ne cherchez pas à les intellectualiser. Tout ce qui convient de dire, c'est tant qu'on frappe les bornes du canal de tendance, qu'on n'atteint pas le contexte, et qu'on finit à terme par sortir par le haut de cette zone de compression, qu'elle soit organisée ou non, hein, c'est-à-dire qu'elle ait une structure ou pas, dès qu'on sortira par le haut de ce truc en ayant cassé la moyenne et en cassant le point haut, on aura validé l'étape 4, et j'ai dit la phase 5, c'est pour moi confirmation de la pattern. C'est-à-dire que derrière, on ne pourra pratiquement pas faire machine arrière, les probabilités d'invalidation après l'atteinte de la table 5 seront plus que limitées. Donc pour l'instant, toujours en phase pour ma part sur Ethereum. C'est sur Bitcoin où évidemment, donc ça y est, de la volatilité. Oh my god, Bitcoin, c'est vraiment plus que c'était. Le proof of work va peut-être mourir parce que c'est tellement génial le proof of stake. Non, il s'agit juste de dire que toute la liquidité est attirée par le délire de l'Ethereum, qui n'est pas qu'un délire, hein, on l'a dit, c'est sûr, c'est pas un narratif, c'est vraiment un changement fondamental, mais ça va mettre 6 mois à se voir dans les prix. Donc pour l'instant, évidemment, à court terme, c'est surtout des narratifs qui sont baladés autour de l'Ethereum, certains d'ailleurs complètement fallacieux. Là, le seul truc que je vois sur Bitcoin, c'est qu'on va frapper des niveaux pas vus depuis juillet, et ça réveille tout le monde. On l'a vu, les liquidations sont extrêmement limitées, malgré le fait qu'on était en compression depuis plusieurs semaines. Il se passe plus rien, on liquide plus personne, et franchement, il y a un moment donné où il va falloir se réveiller, en fait. Les niveaux de liquidation sont très faibles. Donc, au bout d'un moment, le marché est toujours dans les mêmes ranges. On a bien fait contexte à contexte ici. Ok, et même si moi à l'époque j'avais dit franchement je vois pas l'intérêt de se positionner vendeur ici, on a cherché à liquider par 3 reprises, les mouvements de prix sont de plus en plus faibles, les niveaux de liquidation le sont également, et je vois maintenant effectivement tout le monde arriver au consensus que de toute façon ça tient pas à l'achat, donc au pire on fait un petit piège pour les acheteurs et après on racle tout le monde. Moi je préfère vous dire que pour ma part la prochaine zone spéculative c'est la moyenne, c'est-à-dire 25 000, et je pense qu'on va y aller one shot, c'est-à-dire que quand on va se décider à racler dans l'autre sens, on va en faire de la liquidation bear et tous ceux qui ont des stop loss 21, 22, 23 vont se faire dégommer tous ensemble. Donc moi c'est mon avis, je pense que Bitcoin suit la même pattern, hein, comme on l'a dit, de dévaluation extrêmement massive, d'un actif qui dévie très largement de sa valeur médiane. Donc le principe c'est, pour ma part, on va rejoindre la moyenne et on va voir ce qui se passe. J'ai tout à parier que pour ma part, Bitcoin va probablement osciller au-dessus de cette moyenne. Je pense qu'on va piquer direct un 26-28, histoire de bien liquider tout le monde, puis on va passer 3 plombes derrière à ranger au-dessus de cette moyenne. Je pense toujours que Bitcoin fait partie des bons actifs, comme Atom et Ethereum, et je le vois faire exactement comme ses collègues, c'est-à-dire un gros range à la con sur le bottom dont on sort par le haut, on rejoint la moyenne, on range autour, on casse la moyenne et on va chercher les bornes de volatilité. Simplement, pour ma part, Bitcoin l'aura fait avec un peu plus de décalage, dû au fait que pour l'instant, c'est vraiment la rhétorique Ethereum qui attire tous les capitaux. Donc voilà pour la partie crypto, c'est plus de dire évidemment Bitcoin comme on est sur les phases préliminaires, hein, on serait pour l'instant toujours en attente d'aller chercher cette phase 4 sur Bitcoin. Donc pour l'instant, pour ma part, c'est très spéculatif sur Bitcoin, mais je ne suis pas du tout bear et je m'attends surtout à ce que les liquidations des shorts fassent très mal. Le jour où elles vont arriver, je pense qu'ils vont tous se sauter d'un coup. Voilà, sur le marché classique, cela dit, rien de bien sexy. Ici, c'est à peu près la même chose. On a toujours des alertes de volatilité, ce qui m'invite à penser que les gestions du risque sont compliquées à faire et à réaliser sur les contextes. Cela dit, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trader ici.
ici, hein. Il y a bien des détections de stratégie acheteuse. Maintenant, c'est vrai qu'en termes de signaux, c'est vraiment pas très sexy. Même si clairement ici, le momentum est en train, petit à petit, de se mettre déjà à l'achat, hein. On commence à avoir sur les petits cycles de court terme des creux et sommets ascendants. Donc attention, hein, on est en cycle haussier, creux sommet ascendant sur le momentum, ça paye au niveau de la trail line. Donc là, déjà, je comprends pas pourquoi le momentum n'a pas mis une pattern boule. Mais voilà, on a des prémices de signaux acheteurs qui pourraient marcher. Donc ça veut dire on a des gestions du risque qui sont OK pour acheter à l'intérieur du contexte, et dans ce cas-là, viser derrière un débordement du plus haut. Maintenant, là où ça pose problème, comme on l'a dit, c'est qu'il faut récolter les informations. Ici, si vous prenez ce type de stratégie, vous êtes obligé, par exemple, de prendre la taille du canal de tendance comme stop loss. Mais ce que vous verrez tout de suite, c'est que ça veut dire que votre stop loss doit être là. Et vous avez ça qui vous dit, attention, le marché cherche de la volatilité, et ça va durer à peu près jusqu'à octobre. Hein, je rappelle, ça dure 5 et quelques boîtes de contexte. Donc tant que dans vos 5 dernières boîtes de contexte, vous avez une alerte de volatilité, vous faites attention, vous savez que les zones spéculatives ont de fortes chances de se trouver sur les bornes de volatilité. Le message, c'est que si vous associez ces deux trucs, que vous décidez de trader sur ces zones-là, ce qui pour ma part est totalement justifiable vu la nature des signaux, putain, ne foutez pas un stop loss ici. Ça veut dire il vaut mieux réduire la taille de position de moitié et doubler son stop loss pour être sûr de ne pas se faire chasser sur une attaque de volatilité. Voilà un peu le message. Donc c'est plus de dire pour moi Wall Street, ça n'envoie pas de message clair puisqu'il y a beaucoup d'éléments contrariens. On n'est pas du tout sur des zones pour vendeurs, hein, bien l'inverse. Pour ma part, Wall Street, ça peut réagir à l'achat à tout moment, mais il plane toujours de certains risques au-dessus de la tête. Ce qui veut dire que pour ma part, se positionner ici, c'est un grand oui. Mais par contre, attention à la gestion du risque. Vous ne pouvez pas y aller agressif. Et surtout, je pense que ça vaut le coup, pour ceux qui ont déjà des portefeuilles acheteurs, de reprendre des expositions sur les indices boursiers. Pour ma part, ça nécessiterait d'attendre sagement, éventuellement, un pic de conneries autour des banques centrales, mais de dire, voilà, moi, je verrais plutôt cette alerte de volatilité comme une opportunité d'obtenir d'encore meilleurs prix. Mais clairement, je préfère être franc, ceux qui n'ont pas d'exposition aux indices, c'est pas à la vente qu'il faut vous mettre, hein. Voilà, ok. Donc moi, pour ma part, c'est plus de dire, si c'est produit, je prendrai l'opportunité sur la borne de volatilité. Si ça rebondit avant, c'est encore mieux parce que ce sera le signe qu'on va chercher celle-là. Et avec des réponses acheteuses dans le contexte acheteur, pour ma part, ce sera le signe qu'on risque de repartir à l'achat à terme. Voilà. Bon, donc c'est pour moi la stratégie à Wall Street de la semaine. Les banques centrales de demain, on va voir ce qu'elles nous disent. Mais pour ma part, sur les indices boursiers, mis à part, donc comme je vous dis, un cataclysme qui pourrait proposer de la volatilité et dans ce cas-là des prix très attractifs sur lesquels j'hésiterai pas à sauter. Hein, je ne crois pas du tout à ces conneries de grands resets, de liquidation de je sais pas combien de trillions de dollars. Au pire, je prendrai un stop loss. Hein. Voilà, je préfère être franc. Au pire, je me ferai liquider dans la grande liquidation. Mais les narratifs à débile, ça fait des années qu'ils sortent. Et ça fait surtout des années qu'il ne marche pas. D'autres trucs qui m'intéressent, alors les invalidations sur le silver, pardon, sur l'USD-Yen ont été déclenchées en début de semaine. Clairement, ça veut pas, hein, on est en train d'accélérer tout de moon, on est complètement irrationnel, donc les contextes sont disjoints en 4 heures, c'est le cas en daily, c'est le cas en hebdo, hein, d'accord, donc voilà. On va faire simple, quand vous avez un truc comme ça et que vous êtes vendeur, ça sent mauvais. Donc on va faire simple, on va en mensuel maintenant pour l'USD-Yen, puisque c'est le seul time frame qui n'est pas complètement stratosphériquement excessif. Donc voilà. Pour moi ici, c'est impossible d'être acheteur, donc je vous recommande d'être extrêmement prudent si vous suivez les narratifs sur le yen. Mais pour l'instant, pour ma part, tant qu'il n'y aura pas de constitution de signaux en mensuel, on voit que c'est déjà le cas, hein, mais en attendant, ça continue de pousser. Donc moi, tant qu'on est sur ces accélérations mensuelles, alors que je sais bien qu'on est en train de constituer une borne de range, je préfère être prudent. Donc voilà, déclenchement des invalidations pour ma part sur l'USD-Yen. Je me repositionnerai clairement, mais pour l'instant, il va falloir que le mensuel se calme. Protégez votre capital avant de chercher à avoir raison, c'est la règle number one dans les marchés. Et last but not least, le silver, lui qui m'intéresse vraiment beaucoup. Sur nos UT 4 heures, j'ai les premières alertes qui sont arrivées. Hein, donc attention, pour l'instant, je n'ai pas encore mes stratégies de troisième borne actives. Il faut pour moi qu'on renverse ce canal de tendance. Mais une fois que c'est fait, hein, je vous l'avais dit, je prendrai agressivement la troisième borne qui viendra derrière. Donc pour l'instant, attention, ça continue de se dégrader. La thématique dollar, c'est le truc du moment. Il faut pousser le dollar n'importe comment jusqu'au maximum de tout
jusqu'à tout casser, etc., etc. Le grand reset, hein, le dollar va détruire le monde, les émergents vont faire défaut sur la dette, puis ce défaut va partir de partout. Donc comme je vous dis, le problème c'est que ce sont des gens qui empilent des scénarios assez peu probables les uns derrière les autres. Il faut que ça se passe, puis il faut que ça déclenche ça, puis il faut que ça déclenche ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Historiquement parlant, moi les gens que j'ai vus jouer aux échecs 25 coups d'avance, ça n'existe pas. Donc, la plupart du temps, ces gens-là se plantent ou derrière, effectivement, modifient leur narratif. Donc, très très attention sur les narratifs baissiers. Ça peut se produire, oui, tout comme, clairement, quand vous jouez au loto, vous avez une chance de gagner. Mais concrètement, plus vous jouez, est-ce que vous gagnez ? Non, vous gagnez pas. Donc, c'est exactement pareil pour ces gars, fin du mondiste, etc. Moi, ça fait 10 ans maintenant que j'ai fait le tour du cadran. Je vois les mêmes, hein, ils avaient les mêmes rhétoriques à l'époque, etc., etc. Donc on fait très attention, ces gars-là, ils ont beaucoup plus tort que raison, et surtout, ils vous font espérer que des narratifs complètement improbables ont des réalités plus que physiques de se produire, alors que c'est pas le cas, hein. C'est exactement la même chose que jouer au loto, ça a été vu, calculé, mathématisé autant que vous voulez, ça ne peut pas être gagnant de jouer au loto, c'est juste une espérance de gain négative, plus vous jouez, plus vous perdez de l'argent, mais effectivement, il y a 1 ou 2, 3 cons qui arrivent à gagner des centaines de millions d'un coup, mais votre probabilité de faire partie de ces gars-là, elle est proche de 0, tout comme l'est pour ma part la probabilité de prévoir des événements historiques de marché. Voilà. Il y a 1 ou 2 personnes qui y arrivent, hein, Michael Burry, etc., ils font les grands titres, etc. Mais concrètement, déjà d'une, quelle est la probabilité qu'ils y arrivent une deuxième fois derrière? C'est proche de 0. Donc attention, encore une fois, avec les prédicateurs du passé, ils ont beaucoup plus de chances de se planter dans le futur que l'inverse. Donc... Voilà, c'est QFD. Des crises, il y en aura toujours, mais cherche pas à les prévoir. Au pire, je dis, vous la subirez comme tout le monde, hein. C'est comme ça que ça fonctionne, les crises. Et c'est, croyez-moi, cette leçon, je l'ai apprise durement à l'époque, puisque je les ai écoutés, ces comptes Permabère, et que ça m'a valu d'ailleurs de trader contre tendance pas mal de temps face au QE, etc. Hein. Donc je vous parle vraiment d'histoire personnelle, hein, à ce moment-là, où les De la Marche, là, les Béchade, etc., me faisaient shorter les indices en plein QE parce que le QE c'était sale, c'était malsain, ça pourrait pas durer, tout allait s'écrouler, etc. Donc, attention, hein, aujourd'hui c'est pareil, les banquiers centraux vont tuer l'économie, on va tous s'écrouler, les défauts de crédit, la liquidation en masse, le Great Reset, narratif. Peut-être que ça arrivera, mais moi perso, je préfère pas jouer au loto. Allez, ciao ciao.